Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre pour regarder i24 News. C'est votre journal du sport, un quart d'heure ensemble, c'est tout de suite, restez avec nous, le programme est chargé. Et on commence cette émission par du football en Coupe du Roi. Le Barça accède aux demi-finales et laisse derrière lui l'Atlético Madrid. Le match a pourtant parfaitement commencé pour les colchoneros puisque Torres ouvre le score au bout d'une minute de jeu. Neymar égalise à la 10e minute, parfaitement lancé en profondeur par Suarez. Le Brésilien juste sa frappe à gauche du gardien. Mais les Badrilènes n'abdiquent pas et obtiennent un pénalty. Regardez. C'est Raúl Garcia qui s'en charge et redonne l'avantage aux siens. Sur un corner dévié par Piqué, Miranda marque contre son camp. Et la douche froide arrive juste avant la fin de la première mi-temps. Jordi Alba centre pour Neymar. Il s'y prend 2 fois pour marquer un doublé et donne la qualification pour les Catalans. Alors le Barça qui s'est qualifié, mais qui va être rejoint par qui? Eh bien ce soir, Retafe reçoit Villarreal. À l'aller, le sous-marin jaune s'était imposé un but à 0 à domicile. Bilbao et Malaga vont tenter de se départager après le match nul de l'aller 0 partout. Enfin, Séville aura du mal à se qualifier après une défaite 3-1 contre l'Espagnol Barcelone de la première manche. Les phases de poule de la CAN 2015, c'est fini. À mi-parcours de la compétition, le bilan est plutôt positif pour le pays hôte. La catastrophe redoutée, la propagation du virus Ebola, pour l'instant, a été évitée en Guinée équatoriale. Le pays n'a eu que 50 jours pour préparer l'organisation du tournoi après la défection du Maroc, rappelez-vous. Et c'est déjà une réussite, un miracle qui, nous l'espérons, continuera jusqu'à la fin de cette grande fête du football africain. Regardez. 50 jours pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations. La Guinée équatoriale a relevé le défi. Des pelouses certes qui pâtissent souvent de la saison sèche, des bus parfois obsolètes pour emmener les joueurs. Mais les 4 stades sont opérationnels et souvent pleins. À Malabo, la capitale, sur une île, et à Bata, Mongomo et Ebébine sur le continent. Pour l'instant, je pense que c'est une belle réussite, surtout quand on retourne en arrière et de la façon dont ça s'est passé pour réorganiser, pour retrouver un pays organisateur. Claude Leroy, 8 cannes au compteur, a tout de même émis quelques réserves. Le bus de sa sélection congolaise est resté coincé dans des embouteillages et sous 40 degrés une bonne heure avant son premier match contre la Guinée équatoriale. C'est bien de gagner un premier match, mais bon, on ne va pas revenir sur les conditions de préparation. Je pense que quelque part, c'est un moindre mal. Côté sanitaire, l'épidémie d'Ebola n'est pour l'instant pas venue gâcher la fête. Chaque nouvel entrant est systématiquement contrôlé à son arrivée à l'aéroport, y compris les joueurs. Dans les stades, aucune psychose, mais une bonne ambiance dopée ici à Malabo par la forte diaspora camerounaise et malienne et par des prix modérés. Le billet le plus cher, c'est 5 000, il y a 3 000, il y a 1 000 francs, il y a 2 000. C'est abordable, c'est bien. Chaque compagnie donne des billets d'entrée. Ils achètent les tickets pour les donner à leurs employés. Alors nous entrons gratuitement. Alors s'il y a bien eu des petits couacs comme des coupures d'eau ou d'électricité dans les hôtels de certaines équipes, la grande majorité des supporters se félicitent tout simplement que l'événement ait lieu sur un continent où le foot est roi. Ça se passe bien. Au moins ça sauve l'honneur de l'Afrique. On a accepté la CAN à 50 jours. Vous voyez, dans d'autres pays, on fait ça à 2 ans. Alors nous, à 50 jours, si certains vont critiquer aujourd'hui que tel hôtel n'avait pas tel ceci, je crois qu'on est au top. Et en plus, la Guinée équatoriale, contre toute attente, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Des quarts qui auront finalement tous lieu à Bata et Malabo. Meilleure pelouse et plus grosse capacité d'accueil, car les supporters équato-guinéens risquent d'être très nombreux. Et on ouvre une page tennis avec l'Open d'Australie. Serena Williams s'est qualifiée pour sa 23e finale en grand chelem de sa carrière en dominant la nouvelle pépite du tennis féminin américain, Madison Keys, en 2-7, 7-5, 6-2. Bousculée pendant un set, Serena Williams a réussi à sortir du piège tendu par sa compatriote. Elle a ensuite déroulé au second set où elle n'a laissé aucune chance à son adversaire. Serena qui vise maintenant une 19e victoire en grand chelem, ce qui la rapprocherait
un petit peu plus de l'Olympe du tennis. Maria Sharapova, de son côté, elle a battu sa compatriote Ekaterina Makarova. Elle se qualifie donc pour la 9e finale de Grand Chelem de sa carrière. Elle jouera face à l'américaine Serena Williams. Une victoire nette et sans bavure en 2-7, 6-3, 6-2. Maria Sharapova se qualifie donc sans souffrance et en toute confiance pour sa 4e finale australienne. Et puis, tennis masculin à présent, on connaît le premier finaliste à Melbourne. Il s'agit de l'Écossais Andy Murray au terme d'un match en 2 temps. Il s'impose sur le Tchèque Tomáš Berdych après avoir concédé la première manche au tie-break. Le numéro 6 mondial a pris les choses en main pour empocher les 3 sets suivants. Score final 6-7, 6-0, 6-3, 7-5. Il connaîtra son adversaire demain. Ça va se jouer entre Djokovic et Wawrinka. Il était le duo imparable du tennis mondial, Nadal et Federer, 2 joueurs au talent hors norme, 2 compétiteurs dont on parle déjà parfois l'imparfait. Même s'ils réussissent encore à se hisser aux premières places du classement international, leur suprématie prend des coups. Les Wawrinka, Murray et Nishikori poussent pour devenir les numéros 1 au monde. Ni le Suisse ni l'Espagnol ne sont dans le dernier carré de l'Open d'Australie. Cette année, c'est peut-être la fin d'une ère. Lise Barenboim. Sommes-nous en train d'assister à la fin d'un règne ? Il n'y aura ni Roger Federer ni Rafael Nadal dans le dernier carré de l'Open d'Australie 2015. Une première depuis 2003. En Grand Chelem, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 2013, c'était déjà le cas à Wimbledon. Une page qui se tourne et que Roger Federer semble accepter avec abnégation après sa défaite au 3e tour contre Andreas Seppi. Malgré 57 points gagnants, le Suisse a commis 55 fautes directes. Des statistiques étonnantes pour le numéro 2 mondial. C'était un mauvais jour. J'aurais pu mieux jouer, mais ça a vraiment été dur de perdre les 2 premiers sets. J'ai eu des opportunités pour revenir, je les ai laissées passer 2 fois. C'est une défaite décevante. Une défaite rare dans la carrière du Suisse, vainqueur de 17 titres en majeur. Depuis 2001, il avait toujours vu la 2e semaine à Melbourne. Roger Federer restait sur une série de 11 demi-finales d'affilée à l'Open d'Australie. Sur ces 11 demi australiennes, Federer en a gagné 5 pour 4 titres. Mais il avait perdu les 4 dernières entre 2011 et 2014. Côté Nadal, la terre australienne semble assez inhospitalière. Après un échec en finale contre Wawrinka à cause d'une blessure au dos l'année dernière, un forfait pour opération du genou en 2013 et une autre défaite en finale contre Djokovic en 2012, Nadal n'a presque jamais réussi à se démarquer lors de ce tournoi. En 2009, il le remporte quand même face à son adversaire de toujours, Federer. Cette année, la saison commence mal. L'Espagnol se fait sortir du tournoi de Doha dès le premier tour à son retour de blessure en janvier. Et les mauvaises performances continuent avec une défaite éclair face à Berdych en quart de finale à Melbourne. Quand on revient de blessure, on perd plus facilement le mental que quand on est dans le rythme des compétitions. Quand on est bien portant, on a confiance en soi car on joue beaucoup de matchs. C'est ce qui s'est passé pour moi, non ? Et Nadal ne se fait aucune illusion sur son niveau lors de ce match. Vous avez eu des hauts et des bas. Vous avez fait un très bon match, mais aussi un match moyen aujourd'hui. Non, pas moyen, très mauvais. Vous pouvez le dire, pas de problème. Rien ne dit que le duo infernal ne sera pas de retour à son meilleur niveau à Roland-Garros, à Wimbledon et à l'US Open. D'ici là, la route s'ouvre pour les nouveaux grands vainqueurs. Les prétendants sont au rendez-vous, Nishikori, Berdych, Raonic et même le jeune Nick Kyrgios. Quoi qu'il en soit, voir disparaître Nadal comme Federer est un choc auquel il va sans doute falloir s'habituer. Et je propose à présent de feuilleter la presse. Si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive de cette semaine, il y en a une qui n'a rien raté, c'est Lise Barenboim. Je vous laisse en sa compagnie, puis on se retrouve tout de suite après. On démarre notre tour d'horizon de la presse avec une interview. Metro News rapporte les propos de l'ancien cycliste Lance Armstrong. Dans un entretien fleuve accordé à la BBC, l'ex-champion déclare que s'il était encore coureur en 1995, il se doperait probablement à nouveau. Des déclarations qui ne vont pas plaire à tout le monde, surtout que le sportif est apparu dans une vidéo sujette à controverse, le clip du groupe Future User qui montre Armstrong insulter un skateboarder en train de s'injecter des stéroïdes. Regardez. So yo, so technically astute, you could never hang. Step the fuck off, Lance.
Et puis on passe à du tennis avec les malheurs de Rafael Nadal. Le Figaro revient sur les tocs de l'Espagnol. Lors du match entre Nadal et Kevin Anderson, un ramasseur de balles s'est montré très précautionneux. Connaissant les rituels de l'Espagnol, il a ramassé une bouteille d'eau tombée pendant la rencontre. Le public n'a pas pu s'empêcher de sourire devant ce perfectionnisme un peu extrême. Allez, on part aux États-Unis maintenant. Madame Figaro revient sur les spots publicitaires qui seront diffusés lors de la longue mi-temps du Super Bowl. Et cette année, les publicitaires s'en sont donnés à cœur joie. Humour grivois, filles dénudées, ça ne fait pas toujours dans la dentelle. La preuve en image avec ce spot très sexiste pour le fast-food Carl's Jr. All natural, juicy, grass-fed beef. Introducing the all-natural burger, the first ever in fast food, with no antibiotics, no added hormones, and no steroids. Only at Carl's Jr. Et puis on reste en Amérique avec un article du Washington Post. Si le foot américain ne vous intéresse pas, sachez que le 11e Puppy Bowl se tient à New York. 85 chiots y participent, une façon de promouvoir l'adoption car les animaux du tournoi proviennent tous de chenils américains. L'année dernière, 13,5 millions de personnes étaient devant leur téléviseur pour admirer ces mignons toutous. Et puis on termine avec un anniversaire qui a fait du bruit sur Internet. Le Buzz Eurosport publie une vidéo qui rend hommage au célèbre Kung Fu Kick d'Eric Cantona qui avait entraîné sa suspension mais aussi contribué à créer sa légende il y a 20 ans. Une séquence revisitée avec des Legos. Regardez. And now it's got worse. Cantona is Kung Fu fighting. It happened as fast as lightning. The red card quickly followed by red mist. Allez, à la semaine prochaine pour une actualité peut-être un peu moins insolite. Et je vous propose à présent de faire un voyage ensemble à bord de la machine à remonter le temps. Au Moyen-Âge, la plupart des sports médiévaux étaient violents. On attendait des garçons de la noblesse qu'ils puissent tirer à l'arc ou bien monter à cheval. Les sports préférés des nobles, c'était la chasse et les tournois. Et les chevaliers pouvaient ainsi montrer leur dextérité à monter à cheval et à manier les armes. Et bien figurez-vous qu'ici en Israël, les amateurs de cette époque moyenâgeuse peuvent revivre ces moments sportifs intenses. C'est une compétition officielle. C'est un championnat de bataille médiévale. Elle a eu lieu cette semaine à côté de Tel Aviv, à Rishon LeZion. Vous allez voir que rien n'est laissé au hasard, les costumes sont très soignés, les damoiseaux et les damoiselles participent avec beaucoup de sérieux à ces jeux dangereux. Le reportage de notre pro chevalier, Sacha Rebout. Nous sommes en plein cœur du Bet Maccabi de Rishon LeZion, où a lieu pour la première fois en Israël un tournoi international de combat médiéval. Au programme des réjouissances, jongleurs, acrobates, mais aussi d'intenses duels. Partons ensemble à la découverte de cet événement hors du commun. Il est 19h30 passé lorsque l'arène de Rishon LeZion explose. Ces champions israéliens s'apprêtent à affronter des adversaires venus du monde entier dans des combats médiévaux de très haut niveau. Face à l'armada bleue et blanche, ce sont des Français, Russes, Danois ou encore Biélorusses qui sont présents pour défendre l'honneur de leur pays. Armés d'épées, de haches, de lances et de boucliers, ainsi que vêtus de leurs armures, les duellistes à peine entrés en scène font déjà frémir de plaisir un public venu en nombre. Au total, ce sont 7 chevaliers israéliens qui défieront les 7 chevaliers des différentes nations, réunis sous une même bannière, jusqu'à avoir un seul champion. Et pour certains prétendants à la victoire, bien plus que des duels, ces combats représentent quelque chose de beaucoup plus fort. En Israël, on peut pas nier que c'est ce qu'on appelait la Terre Sainte il y a 600 ans. C'est là où toutes les croisades se sont passées. Donc c'est un lieu hautement symbolique pour quelqu'un qui aime le médiéval. Et venir se battre ici, c'est pas refaire l'histoire, mais c'est un peu la revivre. Et si certains sentent en eux couler le sang de ces héros de l'histoire, en revanche pour d'autres, l'arrivée dans un tel art martial n'avait rien de prédestiné et doit tout au hasard, même si les regrets n'ont pas de place dans leur cœur pur de chevalier. J'ai découvert cela par accident sur YouTube et je me suis dit que c'était une chose que je devais essayer. Et dès que je l'ai fait, j'ai été emballé. Pas de regrets jusqu'à présent. Juste un doigt cassé, mais les accidents arrivent. Je suis très heureux pour l'instant. Contrairement à l'époque et aux idées reçues, les hommes ne sont pas les seuls à pouvoir être chevaliers. Comme l'en atteste la présence d'Ira, la championne israélienne. Membre de l'équipe nationale, elle pratique son sport en club comme tous les autres arts martiaux de la planète,
depuis maintenant plusieurs années, et ce, à un rythme soutenu. Nous entraînons notre endurance, notre technique et toutes sortes de combats 2 fois par semaine. Si elle s'entraîne autant, Ira aimerait aussi voir plus de jeunes filles pratiquer cet art qu'elle aime tant et qui lui ouvrirait par la même occasion de nouveaux horizons. J'aurais aimé qu'il y ait plus de femmes chevaliers en Israël pour qu'on puisse créer notre propre équipe de 5 contre 5. Mais pour l'instant, je dois affronter des hommes, mais ça va, ce n'est pas grave. Alors que la soirée se prolonge, le public reste fidèle à ses protégés. Les duels se succèdent, s'intensifient et certains adversaires sont blessés. Malgré tout, leur envie reste intacte et les vaincus se préparent déjà à revenir l'année prochaine pour reconquérir leur couronne perdue et ainsi ramener l'honneur sur leur nation, dont ils portent les couleurs avec fierté. Et on termine ce journal par du handball avec la France qui continue son parcours parfait en Coupe du Monde. Il a éliminé la Slovénie 32-23. En demi-finale, la France retrouvera l'Espagne qui a battu le Danemark in extremis 25-24. La Pologne écarte la Croatie alors que l'équipe hôte, le Qatar, crée la sensation, élimine l'Allemagne 26-24. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, bon pied, bon oeil pour encore plus de sport. En attendant, restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est sur i24 News.